Pierre Michel, a été tué aujourd'hui à 12h50 à Marseille par des inconnus circulant à motocyclette. Aujourd'hui, Pierre Michel venait de quitter le palais de justice. Il est rejoint par une autre moto sur laquelle sont assis deux jeunes hommes. L'un conduit, l'autre tient une arme. Et c'est au moment où il ralentissait, près de son domicile, que les deux hommes ont ouvert le feu. Le juge d'instruction Pierre Michel est atteint de 3 balles de 11,43, dont 2 à la tête. La mort est instantanée. L'assassinat du juge Michel était un travail de professionnel, une commande. Le juge Michel, qui se savait menacé selon certains témoignages, travaillait sur des dossiers de trafic de drogue. Le magistrat qui a déclaré la guerre à la French Connection vient de tomber. Il était un adversaire redoutable pour le milieu. Au cours des années 60, les États-Unis sont gangrénés par le trafic de drogue. On dénombre 150 000 toxicomanes. Les autorités américaines sont dépassées. 80% de l'héroïne vient de France. L'héroïne marseillaise est alors la meilleure du monde. Pure à 98%, on se l'arrache. Les trafiquants américains ont leur filière française, gage de qualité et de professionnalisme. Ils ont leur French Connection. En février 1971, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, rencontre l'attorney général des États-Unis, John Mitchell. Ils signent ensemble un protocole d'accord de collaboration de leur police afin d'endiguer le trafic. En août, les autorités américaines envoient en France un de leurs meilleurs représentants. Ancien de la Navy, ancien directeur Europe du BNDD, le célèbre narcotique bureau américain, l'organisme chargé de lutter contre le trafic de stupéfiants. Cet homme a passé plus de 50 ans à lutter contre le trafic de drogue. John Cusack fut l'Américain posté à Rome, Paris, puis Marseille, qui aida les autorités à lutter contre le trafic. En 1971, à peine nommé, il accuse. Et en première page. Vous savez, c'était tellement scandaleux que je comprends que ça ait rendu dingue pas mal de gens au gouvernement. Le gouvernement français était tellement énervé qu'il voulait que je quitte le pays dans les 24 heures. Mais des personnes plus raisonnables sont intervenues et je pense qu'ils ont compris que je disais la vérité. L'héroïne de la French Connection était la meilleure héroïne de contrebande au monde. Lucien Aimé Blanc, commissaire divisionnaire, ancien chef de l'OCRB, l'Office central de répression du grand banditisme, est un ancien de la brigade des stupes de Marseille, du temps où la French sévissait. Les services du ministère à l'époque ont nié cette affaire parce que on se sentait un peu responsable. Alors on a dit mais non, les Américains exagèrent, etc., etc. Mais on savait qu'ils disaient la vérité. Cusack n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Mais en vérité, ça a été le détonateur. Et puis je pense qu'il a fait avec l'accord des autorités américaines au plus haut niveau. Le département d'État a pensé que c'était une bonne idée de faire ces déclarations pour créer un peu d'action. J'ai moi-même soutenu cette initiative. Il faut dire que je n'avais pas le choix. C'était mes supérieurs. En fait, John Cusack ne fait que répercuter le mécontentement que le président Nixon fait peser sur les services américains, incapables de juguler le trafic aux États-Unis. Très médiatique, John Cusack, après avoir accusé les autorités françaises, va même jusqu'à citer des noms de gros trafiquants à la presse. Dominique Venturi, dit Nick, grande intelligence en affaires. Il obtient dès 1953 des marchés de la mairie de Marseille et se dote de nombreuses protections politiques. Antoine Guérini, fils de berger corse, grand parrain de la pègre,
avec son frère Barthélemy dit Mémé, ils ont fait main basse sur Marseille. Assassiné dans un règlement de compte en 1967, son clan lui a survécu. Marcel Francisi, résistant, médaillé, conseiller général RPR de Zicavo, en Corse. C'est dans la drogue, les jeux et la politique qu'il a bâti sa notoriété. Joseph Orsini, plus discret, ancien de la Carlingue, la Gestapo française. Condamné à mort à la Libération, il a fui aux États-Unis et a monté une filière canadienne d'approvisionnement d'héroïne. D'après un rapport rédigé par 2 députés américains, ces 4 familles sont depuis 10 ans au cœur de la production illégale d'héroïne à Marseille. Pendant ces années fastes pour la French Connection, un homme a réussi à approcher et fréquenter les princes de l'héroïne. Spécialiste des filières de la drogue, Roger Colombani fut l'un des journalistes d'investigation les plus en contact avec ce qu'on a appelé le milieu. Je les ai tous connus et rencontrés, et j'ai eu des conversations avec eux. Les Guérini, c'était une famille de bergers de Calenzane, famille d'extrême modestie, qui touchait à la misère en Corse. Ils avaient su tourner kazakh au bon moment pendant la guerre, parce qu'ils avaient d'abord été pour la Gestapo, puis ensuite ils avaient changé de bord, changé de cap, et ils étaient devenus des personnages assez puissants qui avaient la haute main sur les grosses affaires illicites marseillaises, c'est-à-dire le trafic de la drogue, la prostitution, voilà quoi. Les fantaisies ne jouaient pas du tout le côté mafieux, hein. C'était des hommes qui s'occupaient de maisons de jeux, d'affaires, etc., surtout Marcel. Et c'était aussi des hommes qui se savaient très soutenus par le pouvoir de l'époque. Venturi avait monté des entreprises qui travaillaient avec la ville de Marseille. Il a été aidé avec les capitaux du milieu. Il a des liens avec la municipalité. Veut jouer les honnêtes hommes et s'insurge lorsqu'on lui dit qu'il a quand même un passé de gangster. Il est fiché au grand banditisme. On trouve des Corses parmi justement ce milieu-là parce que c'était des gens qui étaient dans une misère noire, exactement comme les Italiens qui ont fondé la Little Italy à New York, comme les Irlandais qui étaient chassés par l'ostracisme anglo-saxon, et comme les Juifs qui se trouvaient, qui représentaient exactement l'une des mafias de New York à cette époque-là. Voilà, c'est la misère qui fait quelquefois le crime aussi. Comment John Cusack en savait-il autant sur les familles ? Pourquoi les autorités américaines semblent-elles si bien connaître le trafic ? L'histoire commence aux États-Unis, 40 ans plus tôt, en 1930. La prohibition fait rage. Le trafic est partout, ainsi que sa répression. Le grand patron de la prohibition, chef de la mafia de New York, l'homme qui a su transformer la mafia artisanale en un syndicat du crime puissant et organisé, celui qui fait partie de la jeunesse de la French Connection, se nomme Lucky Luciano. Je l'ai rencontré à Naples, c'était un homme particulièrement affable, bien élevé, intelligent, vif. Il ne s'appelait pas Luciano, il s'appelait Lucana. Lucky était venu du fait qu'il avait été pris dans des fusillades énormes, il était toujours passé à travers. Et donc on l'appelait Lucky, le chanceux. La chance sourit aux audacieux, mais avec Luciano, elle a fait son temps. En 1936,
Après avoir passé 20 ans entre raquettes, proxénétisme et trafic en tout genre, l'attorney général le condamne à plus de 30 ans de prison pour fraude fiscale. Il est incarcéré à la prison de Dannemora. Mais un événement va contrecarrer les plans de la justice américaine. Le 9 février 1942, le célèbre paquebot français, le Normandie, utilisé comme transporteur de troupes, est détruit par un incendie. Officiellement, on l'attribue aux nazis. Officieusement, c'est une réalisation de Lucky Luciano depuis sa prison pour convaincre l'armée de sa force et de ses moyens. Alors que le Normandie gît comme un iceberg dans le port de New York, Luciano négocie. Il veut se mettre au service des Alliés en échange de sa libération. L'armée, dans un premier temps, ne marche pas. Mais en 1943, les Américains projettent un débarquement en Sicile. De sa prison, Luciano et associés font appel à la mafia sicilienne. Il va mobiliser la mafia pour aider les Américains, servir de guide, se livrer à des travaux de sabotage et même faire intervenir des femmes pour retarder les Allemands le jour où l'alerte sera donnée afin qu'ils n'arrivent pas sur les lieux du débarquement à temps pour empêcher les Américains de débarquer. Et donc ils vont mener la guerre jusque sur le continent italien en aidant les Alliés de façon extrêmement active. Le débarquement allié en Sicile est une réussite, mais chaque marché a un prix. Et le prix à payer, c'est la libération de Luciano. 10 ans après avoir été incarcéré dans sa prison Grand Luxe, le Bonaparte de la drogue, qui devait être écroué au minimum pour 30 ans, est libéré. Mais ce prisonnier est trop encombrant pour les autorités américaines. Il est renvoyé dans son pays natal avec mission, si possible, de ne pas revenir. En 1946, il embarque pour l'Italie. Tous les parrains de la mafia sont là. Ils sont là, ils sont venus le saluer, ils sont montés sur le pont, ils sont venus l'embrasser. Et comme cela se passe naturellement dans un mariage ou à une cérémonie mortuaire, on fait un cadeau. Et on fait un cadeau et chacun des parrains, en embrassant Lucky Luciano, lui tente une enveloppe que Lucky Luciano donne à l'un de ses sbires qui est derrière lui. Et peu à peu, le tas des enveloppes se grossit. Et quand le bateau lève l'ancre, après avoir débarqué les parrains de la mafia et en portant Lucky Luciano vers l'Italie, Lucky Luciano, qui était censé partir sans un centime des États-Unis, est archi-millionnaire parce qu'on lui a versé là, dans ses enveloppes, des sommes considérables. En arrivant à Naples, Luciano, qui est surveillé de près par les autorités italiennes, tente de se faire oublier. En 1947, il investit dans une fabrique de matériel chirurgical nommée Schiaparelli. Ce n'est évidemment qu'une couverture. Lucky Luciano rencontre Joe Renucci, le gangster français, qui a une influence considérable dans les milieux politiques de l'époque, et ils décident ensemble d'abord de saisir tout le trafic des petits bateaux en Méditerranée et d'utiliser ces bateaux pour un trafic qui serait organisé. À partir du port de Tanger, qui demeure un des rares ports libres de la Méditerranée, Lucky Luciano et Joe Renucci arraisonnent les bateaux d'approvisionnement à destination de l'Europe et revendent les marchandises au marché noir. Cigarettes, banylons, produits de première nécessité. Le vieux continent manque de tout. Les affaires sont juteuses. Mais à 1000 km de là, un événement imprévu va interrompre le trafic florissant de Lucky Luciano. Une autre pègre va faire parler d'elle. Marseille, novembre 1947. Suite à un mécontentement social grandissant, une grève éclate avec les dockers en tête. Des manifestants s'en prennent aux biens du clan Guérini. À la Libération, Antoine et Barthélemy sont sortis auréolés de leur choix de la résistance. Barthélemy a même été décoré de la Croix de guerre pour fait d'armes. Bien installés sur le Vieux-Port, ils ont ouvert de nombreux établissements, bordé les boîtes de nuit, symboles d'argent facile et de marché noir, ce qui agace les grévistes. Les dockers veulent en découdre avec le milieu.
La boîte de nuit était occupée par des grévistes dockers qui étaient en train de tout casser dans la boîte de nuit. Guérini va prendre d'assaut sa propre boîte de nuit et tirer les coups de revolver et tuer un jeune garçon gréviste. Le jeune Vincent Voulon est abattu. Les manifestants ont vu les Guérini tirer dans la foule. Mais devant le juge, il y a des amnésies subites. La grève s'étend au niveau national. Elle inquiète le milieu car elle bloque l'ensemble des trafics. La grève préoccupe aussi le gouvernement américain. La CIA craint que les communistes ne prennent le contrôle de toutes les activités du port et ne viennent bloquer le tout fraîchement élaboré plan Marshall. La CIA tente une partie en 2 coups. Tout d'abord, elle va utiliser la gauche pour lutter contre la gauche. Elle va se servir du syndicaliste américain Irving Brown qui va encourager à coups de milliers de dollars des services secrets une scission au sein de la toute-puissante CGT, qui se scindra en CGT et Force ouvrière. FO est un syndicat dit libre, socialiste, anticommuniste, qui sera acquis à la reprise du travail et à l'idée du plan Marshall. Deuxième coup, la CIA réalise que la grève gêne aussi le milieu. Ses agents vont donc fournir argent et armes aux gangs de Marseille pour qu'ils cassent la grève. Les hommes des Guérini ne vont pas faire dans le détail. La grande technique, c'était sur le terrain que ça s'est passé. Parce qu'en définitive, avec les dockers, c'était, comme on dit à Marseille, à la castagne. La castagne étant quelquefois prolongée d'un bâton ou d'un revolver. Après 30 jours de grève et d'affrontements musclés, la CIA remporte la partie. Marseille, la tête de pont du plan Marshall en Europe, peut reprendre son activité. Les frères Guérini s'affirment comme les véritables maîtres de la pègre marseillaise. Mais la maîtrise des docks n'est pas encore totale. 1947 n'est que la répétition générale de ce qui va se passer 3 ans plus tard. En 1950, le conflit indo-chinois s'enlise. Les victimes sont toujours plus nombreuses. Le bateau Le Pasteur revient chargé de jeunes soldats morts au combat. Les dockers réagissent. Nous, lorsqu'on a vu commencer à appliquer les bateaux qui revenaient du Vietnam, comme le Pasteur et d'autres chargés de cadavres, ça nous a fait un haut le cœur. Les premiers cercueils qui sont arrivés, il y a eu une réception nationale. Préfet, ministre, l'armée, le banc aux morts et patati patata. Après, on débarquait les caisses d'un défilé ou à la brague, comme si c'était des sacs de farine ou autre. 7, 8, 10 dans le même filet, on jetait. Il y avait des caisses qui s'ouvraient, le mort qui tombait. Ça, j'ai vu, moi. Moi, j'ai vu des caisses tomber sur le quai, la brague cassée, le filet s'ouvrir. Jo. Et le mort tombait. Tout. On était dans la chose et on envoyait n'importe où, n'importe comment. Alors, ça nous a fait mal. Nous avions dit à cette époque, même on a sorti un tract, en disant quand ils partent, ils écoutent la Marseillaise debout. Quand ils retournent, on l'entend la Marseillaise, mais eux ne l'entendent plus. Ils sont allongés, ils n'entendent plus, ils sont morts. Nous avons dit, alors pour les aider, nous allons refuser d'embarquer des armes pour le Vietnam. Pour sauvegarder la vie de nos soldats, de nos jeunes soldats. On a dit comme ça, sans armes, la guerre va s'arrêter. Jusqu'au jour où ils ont pris la décision de licencier 800 dockers. Tous ceux qui avaient enregistré, qui avaient participé à ces mouvements, nous avons dit, en soutien de nos 800 camarades licenciés du port, nous faisons grève générale sur le port et ça a été la fameuse grève de 1950. Le 10 mars 1950, les 4000 dockers de Marseille se mettent en grève. Vite suivis au niveau national, ils seront 35 000 2 semaines plus tard à bloquer l'ensemble des ports de France. Là encore, le gouvernement américain, les politiques, Lucky Luciano et le clan Guérini ont un objectif commun, mettre fin à cette grève. Ils vont tout faire pour la briser. Ils ont fait sortir des prisons des voyous
des voyous, des gangsters emprisonnés avec la promesse naturellement de leur libération. Ils ont été libérés pour organiser ces équipes de briseurs de grève. Les services secrets US rôdent encore sur les docks. Thomas Braden, l'ancien directeur du département des affaires internationales de la CIA, déclarait en 1967 « C'est moi qui ai eu l'idée de donner 15 000 $ à Irving Brown. Il en avait besoin pour payer ses escouades de gros bras des ports de la Méditerranée afin que les cargaisons américaines puissent être déchargées en dépit de l'opposition des dockers communistes. » Après avoir divisé la CGT, Irving Brown, le syndicaliste made in CIA, paye et casse la grève à l'aide de gros bras qui étaient en l'occurrence les sbires des clans Guerini, Francesi et Venturi. Peu à peu, tout cela a en quelque sorte découragé les combattants aussi. Et les combattants, enfin les dockers, qui ont compris que la partie, de toute façon, à long terme, serait perdue. Après 40 jours de grève, les docks sont libérés, et durablement cette fois. Le succès du milieu est total. Les bateaux repartent vers l'Indochine et les politiques reconnaissants ferment les yeux sur les trafics. À Naples, Lucky Luciano, qui n'a assisté que de loin aux événements, ne peut que s'en réjouir. Il trouve à Marseille une pègre puissante qui maîtrise les docks et qui plus est, a des appuis politiques. Ces trafics vont enfin pouvoir reprendre. Luciano s'associe avec la filière corse et notamment avec les Venturi et Francesi, sous le haut patronage d'Antoine Guerini, alors grand parrain de la pègre marseillaise. Une rencontre décisive qui sera à l'origine d'un des plus grands trafics de l'histoire. Les équipes de Luciano vont convoyer la morphine base issue de l'opium, de l'Indochine, du Moyen-Orient et surtout de Turquie jusqu'à Marseille, où les labos du milieu la transforment en héroïne. Elle est ensuite exportée vers les États-Unis. C'est à cette période que la pègre marseillaise s'entoure d'un nouveau venu, Joseph Césari, ou Monsieur Jo. Ce chimiste hors pair parvient à mijoter dans des laboratoires de fortune une héroïne pure à 98%, une qualité jamais atteinte qui fait de la Marseillaise la meilleure héroïne au monde. La cité phocéenne devient le laboratoire d'héroïne des États-Unis. La French Connection est lancée. Les années 50 et 60 sont florissantes pour les familles. La French Connection prospère. En 1953, Dominique Venturi crée une entreprise de travaux publics, la CEGM, et empochera pendant près de 30 ans un grand nombre de marchés municipaux de la ville de Marseille. Son frère Jean est responsable de la société Ricard au Canada et assure une filière canadienne de l'héroïne. Marcel Francesi, le joueur, est surnommé Mister Héroïne par la presse américaine. Il est lié au SAC, le service d'action civique, une police parallèle, liée au parti gaulliste, qui recrute aussi bien dans les services secrets que dans le milieu de la pègre. Propriétaire de salles de jeu en France et en Angleterre, il migre quelques affaires sur Paris, où il s'offre même le Fouquet's et le cercle Haussmann, où le gratin vient flamber. Antoine et Mémé Guérini sont les juges de paix du milieu. Leur quartier général n'est autre que l'hôtel Méditerranée situé sur le Vieux-Port. Grand parrain, il domine la pègre et attire même les stars. C'était une époque où Alain Delon et Nathalie Delon fréquentaient un peu tous ces gens-là. Et où ces gens-là recherchaient aussi la fréquentation de vedettes parce que ça leur permettait de s'installer dans la société de l'époque. Mémé, c'était le chargé de relations publiques. C'était lui qui recevait, il avait le whisky et le pastis facile. Et c'était des gens plutôt affables, qui recevaient volontiers, qui avaient la poignée de main facile et qui discutaient ouvertement des affaires du moment, pas des leurs, mais des affaires du moment en disant « Ah, mais de notre point de vue, c'est comme ça ou comme ça ». Le milieu prend ses aises à Marseille. Gaston Defer, l'inamovible maire, règne depuis 1953 et ne semble pas s'en soucier.
C'est tout naturel. Les Venturi et Guérini n'étaient pas moins que ses gardes du corps et colleurs d'affiches. Ces complicités politiques procurent à Marseille un rôle unique de plaque tournante dans tous les trafics. En ce début des années 70, les autorités américaines ne se trompaient pas. Le scandale de John Cusack, orchestré par le département d'État, a l'effet escompté. Paris, qui faisait la sourde oreille, n'a plus le choix. La presse s'est emparée du sujet brûlant et découvre que la consommation de drogue en France, qui était marginale dans les années 60, explose en ce début des années 70. Si vous voulez, on n'avait pas pris la mesure, nous, de la dimension de ce trafic, et les services de stupéfiants étaient un peu considérés comme des parents pauvres, parce que, on est un gros braquage dans Marseille, ça secouait les médias. Un trafic de stupéfiants, ça restait quelque part confidentiel. Le problème qui a surgi, c'est lorsque ces trafiquants, au lieu de continuer comme les anciens à approvisionner l'Amérique dans des filières relativement confidentielles, se sont mis à vendre de l'héroïne dans les villes françaises. C'est à ce moment qu'ils ont compris la situation. En 1971, c'était la seule période où j'ai vu des drogués ici à Marseille. J'ai travaillé ici à Marseille et je n'avais jamais vu de drogués. Mais en 1971, j'en voyais des héroïnomanes, juste là. On avait identifié, hein, pas détecté, on savait. On avait identifié à peu près 2500-3000 consommateurs d'héroïne rien qu'à Marseille. 4 000 francs, c'est pas à moi, c'est à... Ouais, mais lui, il avait acheté un paquet, lui. À moi? J'étais pas avec lui. Je vous ai vu tous les quatre. Non, j'allais acheter 4 000 francs, c'est la préparation d'un petit sachet. Parce que là, tu vas pas me dire que c'est pour ta consommation personnelle. Hein. Et combien de temps que tu es côté de drogue? 3 ans. L'héroïne depuis 3 ans? Oui. Tu t'es piqué ou toujours par prise en hasard? Toujours par prise en hasard. Combien de cure? Une ou deux? Une. De combien? 32 jours. Genre piqué au truc, combien de temps? Donc Marcellin, qui était un très bon ministre de l'Intérieur, qui avait les pieds sur terre, a bien compris qu'on était acculés, qu'il fallait faire quelque chose. Du jour au lendemain, on nous a donné tous les moyens qu'il fallait. Des voitures rapides, des écoutes téléphoniques, de la disponibilité et même des crédits qui provenaient des fonds secrets. L'effectif de la brigade des stupéfiants de Marseille passa de 8 en 1969 à 77 2 ans plus tard. Des deux côtés de l'Atlantique, la collaboration entre truands accélère une collaboration policière. Plusieurs rencontres internationales sont mises en place. C'était plus qu'une simple collaboration. Nous travaillions main dans la main, on ne travaillait jamais seul. Ils nous donnaient tous les renseignements qu'ils pouvaient recueillir. En même temps, si vous voulez, ils n'hésitaient pas à nous fournir un apport financier important pour payer les informateurs. À cette époque-là, un accord avec les Américains, quand on avait un informateur, pour crédibiliser l'informateur, on lui couvrait un transport de drogue à destination d'Amérique, avec l'accord des douanes françaises, de la police de l'air des frontières, et puis l'accord des pays réceptionnaires, que ce soit les Américains ou les Canadiens. Au troisième passage, lorsqu'on avait pratiquement tous les éléments pour faire tomber le réseau, on intervenait. Alors, il est évident que ces méthodes, c'est pas moral, puisqu'on laissait partir quand même de la cam dans les bras des junkies. Mais de toute façon, même si on l'avait pas fait, cette héroïne serait partie quand même par des canaux qu'on n'aurait pas su. Et donc, finalement, on arrivait à des bons résultats, des résultats positifs par des méthodes, c'est clair, qu'on peut appeler de basse police, mais je crois que c'est des méthodes de police tout court. À la fin de l'année 1971, pour se calquer sur le modèle américain, les peines de réclusion passèrent de 5 ans à plus de 20 ans pour les trafiquants de drogue. Ces images du Narcotic Bureau américain montrent l'arrestation en plein New York de 2 trafiquants français s'apprêtant à livrer de la marchandise. Ces enregistrements vidéo servaient de preuve aux autorités américaines dès les années 60 et permettaient parfois de convaincre un jury.
À cet arsenal s'ajoute une politique dite du repenti. Pour eux, c'était simple. Ils disaient aux détenus, mon cher ami, vous expliquez tout, ou alors vous avez 30 ans de prison avec les portoricains dans un pénitencier très dur, ou si vous parlez, vous aurez 3 ans dans une résidence surveillée au bord de la mer, si vous voulez. Si vous voulez jouer du piano, on vous donnera un piano. La nourriture que vous souhaitez, à la sortie, vous aurez des faux papiers, vous aurez le système de protection des témoins. Il est évident que ce schéma a été colossalement ressenti par les voyous marseillais qui n'étaient pas habitués à ça. On a ouvert un poste à New York où il y avait 3 fonctionnaires et qui suivaient les déclarations et qui nous les communiquaient immédiatement. Et grâce aux révélations, un gars comme Berdin a fait arrêter 40 personnes. Le 23 septembre 1970 à New York, Richard Berdin, un trafiquant d'héroïne français, fut arrêté. Il attendait la livraison d'un véhicule par bateau. Une fois démonté, on y découvrit 90 kilos d'héroïne pure. Berdin dénonça son réseau en échange de protection et d'anonymat. Si des Français sont si fortement impliqués dans le trafic international, si les meilleurs chimistes sont à Marseille, si Marseille est la capitale mondiale de l'héroïne, c'est qu'il y a des filières, des racines, des antécédents historiques dont il faut se souvenir. La France n'a pas un passé des plus glorieux concernant l'opium. En 1898, alors que le Vietnam fait partie de l'Empire français, le futur président de la République, Paul Doumer, alors gouverneur général de l'Indochine, décide de créer un monopole d'État de l'opium dans le Sud, sous forme de régie générale. Charles Fourniot, historien et écrivain, est spécialiste de l'histoire du Vietnam. Doumer institue un ensemble de régies qui porteront sur le sel et l'alcool, mais aussi sur l'opium. Et par conséquent, c'est l'administration elle-même qui achète l'opium, le fait préparer et vend l'opium. Et 1/3 des recettes du budget du gouvernement général est fourni par l'opium. On a ce spectacle qui a révolté pas mal de fois des voyageurs français qui arrivaient pour la première fois en Indochine. Dans un village, dans une petite ville, le seul endroit où il y a un drapeau français, c'est la maison qui distribue l'opium dans la région. Doumer fait même construire à Saïgon une raffinerie d'opium, moderne, à haut rendement. Durant les 4 premières années de son mandat, ces réformes accrurent de 50% les bénéfices produits par l'opium. Pour la première fois en 10 ans, les finances des autorités coloniales enregistrèrent un excédent. Et en 1906, un accord international a été solennellement conclu, disant que tout un chacun ferait en sorte que le trafic de l'opium soit supprimé. Une fois ces belles décisions prises sur le plan international, le gouverneur général de l'Indochine a répondu au gouvernement métropolitain: c'est bien gentil votre affaire, mais que devient mon budget? Et par conséquent, il lui a été répondu: vous continuez. La diplomatie française appuyait les efforts internationaux pour supprimer le trafic d'opium, alors que le gouvernement général d'Indochine continuait en partie à vivre sur les recettes de l'opium. Jusque dans les années 40, des marins trafiquants font arriver l'opium à Marseille. C'est l'âge d'or du trafic. Nombre d'écrivains, artistes, poètes y trouvent une source intarissable d'inspiration. Deux hommes, François Spirito et Paul Bonaventure Carbone, véritables chefs qui dominent Marseille, ont leurs entrées à la mairie. Rien ne leur échappe. Au très lucratif marché de la ville s'ajoutent leurs activités traditionnelles. Prostitution, boîtes de nuit et lieux de plaisir, hold-up, raquettes, mais aussi trafic de drogue.
Spirito organise même une des premières filières d'héroïne vers les États-Unis. Spirito et Carbone sont les premiers grands parrains de Marseille. Marseille. Ici, tout de suite, c'est l'ovation. Après le premier salut officiel, c'est la descente vers ces rues où se pressent 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants qui, de toute leur voix, acclament le chef, qu'ils veulent suivre et qu'ils peuvent aimer. De son côté, le régime de Vichy continue, malgré les pressions internationales, à commercialiser l'opium dans ses colonies d'Indochine. Une part non négligeable de son budget est issue de la production d'opium qui passe de 7,5 tonnes en 1940 à plus de 60 tonnes en 1944, soit une production 8 fois plus grande en l'espace de 4 ans. Cela suffisait pour garantir un approvisionnement aux quelques 100 000 toxicomanes indo-chinois et produire une augmentation régulière des revenus du gouvernement. Lorsqu'en 1945, la France est libérée, les services secrets tout juste remaniés vont malheureusement, avec la guerre d'Indochine, être compromis dans le trafic d'opium. En 1946, l'Indochine est encore une colonie française. Sous la pression internationale, le gouvernement décide d'y supprimer la consommation et la vente légale d'opium. Mais les services secrets ne sont pas de cet avis. Et l'opération X va être élaborée. Pour contrer le Viet Minh communiste, les services secrets français montent le GCMA, littéralement Groupement de Commando Mixte Aéroporté. Ce corps d'élite forme des tribus des hauts plateaux du Laos à la lutte et au maquis. Saut en parachute, contre-guérilla, mission de sabotage en tout genre, maniement d'armes et d'explosifs. Parmi les tribus formées se trouvent les Méos, paysans et cultivateurs d'opium. Alors que le gouvernement vient de signer un décret ayant pour but de supprimer la production, la vente et la consommation d'opium en Indochine, le GCMA, à travers l'opération X, va pourtant acheter l'opium des Méos pour les garder dans le giron français. Mais le GCMA va aussi revendre cet opium à des trafiquants de Saïgon pour en tirer des bénéfices qui serviront à l'effort de guerre. Une note de mars 1953 prouve que suite à une perquisition, plus de 1500 kilos d'opium sont trouvés dans une cantine du GCMA. Cela ne représentait qu'une quantité résiduelle. Le trafic a porté sur plusieurs dizaines de tonnes. Le colonel Trinquier, expert en contre-guérilla, commandant responsable des maquisards, révélait quelques années plus tard. L'argent de l'opium finança les maquis du Laos. Un DC-3 acheminait la drogue. L'argent placé servait à réapprovisionner en vivres et en armes les guérillas. Bien sûr, nous taisions ces pratiques. Nous n'en parlions pas aux autorités d'Hanoï, moins encore à celles de Paris. En l'espace de quelques années, le gouvernement stoppa effectivement son monopole sur l'opium. Mais à travers l'opération X, ce sont les services secrets français qui s'en emparèrent. Services secrets, politiciens, truands, tous ont été impliqués dans le commerce de l'opium, contribuant à faire de la France une zone de transit de la marchandise et de Marseille, capitale coloniale de l'Empire,
un laboratoire de transformation mondialement réputé. Les laboratoires n'étaient pas dans des sites commerciaux. Ils étaient habituellement dans de belles villas dans la périphérie. Et en général, il y avait un vieux couple marié dans la maison, avec un beau grenier où ils pouvaient faire sécher l'héroïne. Ils appréciaient aussi les garages où les véhicules pouvaient entrer. Ils pouvaient fermer la porte et décharger tous les produits chimiques. Moi, j'ai jamais eu la chance de faire un labo en flagrant délit, mais c'était le fin du fin. Mais c'était pas suffisant, hein, parce que dans le laboratoire, finalement, vous arrêtez le chimiste et son aide. Hein. Mais en vérité, il fallait aussi démanteler les réseaux. Bon, je me suis vu détecter un box où on pensait qu'il y avait de l'héroïne. On n'allait pas planquer 3 semaines pour savoir s'il y avait de l'héroïne et si les gens allaient venir la chercher. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On ouvrait le box, hein, c'est facile. Hein. On avait des services spécialisés dans les ouvertures de serrures. Donc on ouvrait le box, s'il y avait de la cam, ben là on attendait que quelqu'un vienne la chercher. Pas évidemment, bon, si on estimait utile, on l'arrêtait. Si on estimait que c'était plus rentable de le laisser partir, de le suivre, on le prenait en filature pour aller plus loin. Mais tous les moyens étaient bons, ben, c'est tout à fait normal. Bon, c'était des moyens illégaux, bon, c'est clair. Le seul problème dans ces moyens illégaux, c'est de ne pas se faire attraper. Pas vu, pas pris. En 1972, la police française remporta de nombreux succès dans sa tentative d'éradication de l'industrie marseillaise de l'héroïne. Le 29 février, les douanes arraisonnent le bateau « Le Caprice des Temps ». Une cache est découverte dans le lest du bateau. 425 kilos d'héroïne sont saisis, ce qui représentait alors la plus grosse prise mondiale d'héroïne pure jamais réalisée. Joseph Césari, le chimiste favori de la French Connection, tombe aussi. Il se fait arrêter au mois de mars 1972 et est condamné à 20 ans de prison. Il se suicidera dans sa cellule. Cette même année, 5 laboratoires clandestins sont découverts, soit plus qu'au cours de la dernière décennie. Cette série de prises et d'arrestations qui tentent à prouver l'efficacité de la collaboration entre les polices ne met cependant pas fin au trafic. Ils produisaient un tel volume que nous faisions plus de prises. Ils prenaient davantage de risques. On avait alors plus de chances de saisir de la marchandise. Je dirais qu'entre 5 et 15% étaient saisis. Mais ce n'est pas parce que nous saisissions de la marchandise que la production s'arrêtait. Le seul moment où c'est vulnérable, c'est lorsque ça pousse dans la terre. C'est planté dans des champs et ça ne bouge pas pendant environ 6 mois. Et c'est là qu'il faut la saisir. 80% de l'opium transformé en héroïne à Marseille provenait de Turquie. John Cusack eut l'idée de faire pression sur le gouvernement turc pour faire cesser la production illicite d'opium. J'ai travaillé en solo sur ce projet pendant environ 1 an et demi. Et en 1967, ils ont accepté d'arrêter la production d'opium en l'espace de 5 ans. Ainsi, en 1972, eut lieu la dernière récolte d'opium en Turquie. Et pendant quelques années, l'offre d'héroïne aux États-Unis était en régression. Malgré ces mesures, la French Connection sut s'approvisionner via d'autres canaux. Le Vietnam devint son principal fournisseur d'opium. Puis la mondialisation du trafic, de ses sources, de ses consommateurs, créa de facto d'autres filières. Des concurrents très sérieux apparurent et mirent en difficulté nos 4 familles. Vous n'avez plus la même activité criminelle quand vous avez 45-50 ans et quand vous en avez 70. Hein. C'est peut-être des jeunes comme le Belge à l'époque, c'était des jeunes, tout ça, les jeunes loups dans l'angle. Bon, les règlements de compte, c'est une façon de se faire une place au soleil. Et les choses ont changé. Et peu à peu, ces familles-là ont perdu de leur influence. Le clan Guérini fut le premier à sombrer. Trop puissant,
il ne s'était pas adapté aux changements structurels du milieu. La chute commença dès 1967. Antoine, le parrain, est abattu dans une station-service. Pendant l'enterrement, un petit truand de Besançon, Claude Mondroyant, accompagné d'un complice espagnol, cambriole la villa familiale. Quand Mémé découvre qu'on vient de voler sa maison, de cambrioler sa maison, il entre dans une colère folle, lui, l'attaché de presse de la bande, et il mobilise ses frères, il dit « on nous a insultés ». On fait venir donc Mondroyant, Mémé arrive, dit « bon allez, on va lui faire un tour, un peu découvrir les environs ». Et ils vont amener le malheureux Mondroyant qui ne se doute absolument pas de ce qui va lui arriver. Ils partent évidemment dans un circuit habituel des voyous marseillais. Quand ils veulent se débarrasser de quelque chose qui les gêne, et notamment d'un cadavre, ils vont au Cap Canaille, c'est-à-dire sur les falaises de Cassis, et là ils jettent le cadavre. Malheureusement, le corps reste accroché très près de le terre-plein où la voiture s'est arrêtée, et on le découvrira dès le lendemain matin. Dès le lendemain matin, on saura que c'est Mémé Guérini et sa bande qui ont tué Mondroyant, et Mémé commencera à entrer dans les ennuis à ce moment-là. Le 4 août 1967, la police débarque dans le club de Mémé et l'arrête, ainsi que ses gardes du corps. La chute du clan Guérini est amorcée. Pour Marcel Francisci, le joueur, rien ne va plus. Il est rattrapé par la guerre des jeux et est assassiné dans le parking de son domicile parisien en 1982. Dans les années 80, Dominique Venturi, l'industriel, refait surface. Il est impliqué dans une sombre affaire de fausses factures et de marchés truqués. Mais si on vous poursuit, monsieur, depuis 30 ans, c'est parce que, comme on dit, vous êtes fiché dans le milieu. Comment dit-on dans la police? Écoutez, monsieur, ça, vous demanderez à la police. Maintenant, est-ce que vous, monsieur, vous avez vu des malfaiteurs que depuis 30 ans, on parle de eux et que la police n'a jamais pu les arrêter? Mais vous faites partie des intouchables, comme on dit, des mandarins de la côte. C'est ce qu'on dit. Intouchables pourquoi et de quoi et par qui? La preuve, c'est que, monsieur, si j'étais si intouchable que ça, on ne m'aurait pas sali depuis 30 ans comme on le fait. Dominique finira par payer l'addition et tombera quelques années plus tard. Quant à Joseph Orsini, le discret, après avoir purgé une peine de 10 ans de prison aux États-Unis dans les années 50, il s'installe en Espagne avec ses hommes, où il a finalement rendu service à d'autres réseaux et a disparu depuis. Marseille, la porte de l'Orient. Marseille et ses docks, son milieu, sa pègre. Marseille et son or blanc, l'héroïne, qui a fait sa renommée dans le monde entier. Marseille n'a pas supporté les enquêtes du juge Pierre Michel. Entre 1974 et 1981, année de sa mort, le juge Pierre Michel était parti en croisade contre le milieu et avait démantelé pas moins de 5 laboratoires. Si on n'avait pas eu l'apport d'un juge d'instruction comme Michel, notre action aurait été nettement amoindrie. En plus, il avait une haine des trafiquants de stupéfiants. Il ne comprenait pas ça, il n'admettait pas ça. Et qui plus est, il avait une confiance absolue avec la brigade des stupéfiants avec laquelle il travaillait main dans la main, à tel point que moi, à certaines époques, quand j'étais avec lui, il n'hésitait pas à me signer des mandats de dépôt en blanc. Il me disait, vous mettrez le nom que vous voudrez, je suis sûr que vous ne vous tromperez pas. C'est une image, mais enfin, bon, disons qu'avec Michel, on pouvait aller très loin dans les investigations et pour lui, la fin justifiait les moyens. Le juge avait raison. Dans les années 80 et 90, la French n'était pas morte et de nombreux autres laboratoires furent découverts. Le trafic de drogue s'est démultiplié, hélas, depuis l'époque de la French Connection, où c'était déjà une grosse affaire, mais ça s'est incroyablement démultiplié. Il y a plus de mafias sur le terrain. Elles utilisent plus de moyens juridiques, comptables, etc. Donc elles sont plus savantes et plus sophistiquées pour monter leurs coups et évidemment
pour échapper à la police ou à la justice. C'est devenu une des plaies de l'Europe et les dispositifs européens comme l'espace Schengen, etc., sont assez inopérants par rapport à ces questions, parce que les incriminations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, parce qu'il y a une grande différence dans les jugements, dans les peines qui sont applicables, dans les procédures judiciaires qui sont utilisées. Le milieu s'accroche, saigne, mais se reconstitue toujours. Assassinat, règlement de compte, il lutte, il se transforme. Blanchiment, paradis fiscaux, il s'adapte, il mute. L'artisan est devenu cadre, homme d'affaires, voire parfois politicien. Les 4 familles n'étaient qu'une des nombreuses filières qui composaient la French Connection. La mondialisation du trafic, avec la complicité active ou passive des gouvernements, services secrets, compagnies bancaires et sociétés transnationales, semble sans limite. Les héritiers de la French Connection ont encore de beaux jours devant eux.